Bonjour à tous ceux qui sont frustrés de l'absence de Guillaume Roquette. Je rappelle cette citation, il vaut mieux souvent le désir que le plaisir. Le plaisir de le retrouver, ce sera pour vous vendredi. Autre plaisir, celui de vous présenter nos invités aujourd'hui. À tout seigneur, tout honneur, Adélaïde Zulfi-Kaparsik. Bonsoir. Bonsoir à tous. Directrice de BVA Opinion, diplômée de Sciences Po Paris, quand ce n'était pas bloqué comme aujourd'hui. Benoît Pellistrandi, l'école normale supérieure n'est pas encore bloquée à ma connaissance. Non, mais elle est en lutte. J'ai vu ça l'autre jour. Il participait aux manifestations à côté des étudiants de Tolbiac. À votre époque non plus, elle n'était pas fermée, en tout cas le jour où vous y avez été admis, avant de devenir un éminent historien et auteur notamment de l'histoire de l'Espagne, des guerres napoléoniennes à nos jours. Alexis Fertchak, journaliste au Figaro.fr, conseiller à l'Institut Diderot, créateur d'IPhilo, journal numérique de philosophie, et également diplômé de l'IEP de Paris, quand c'était pas bloqué. Plus. Sébastien Potvin, enfin expert associé à l'Institut Jean Jaurès, qui n'est pas encore bloqué, et ancien membre du cabinet du socialiste Thierry Mandon, qui était secrétaire d'État à la réforme de l'État sous François Hollande. On va aborder avec vous un certain nombre de sujets. Au sommaire, faut-il écouter Laurent Wauquiez en plein débat sur la loi Asile et Immigration? Le président de LR présente ses contre-propositions, référendum sur l'immigration, suppression de la régularisation des sans-papiers et d'une partie du droit du sol. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Répondez à la question, elle est sur le Figaro.fr et surtout vous nous donnez votre avis. Nicolas Hulot à Nantes pour négocier une sortie de crise avec les zadistes. Colère des associations de gendarmes. Est-ce une bonne idée? Était-il temps? Votez sur Twitter, hashtag point de vue et dites-nous ce que vous en pensez. Faut-il adopter enfin le CETA et écouter Justin Trudeau, vibrant plaidoyer hier à l'Assemblée nationale? Si ça vous a échappé, restez avec nous, on vous dit tout dans quelques minutes et surtout on en débat. Sans oublier un anniversaire, cela fait 30 ans que le procureur le plus médiatique de France nous a quittés. Je ne parle pas d'un confrère ou d'une consoeur, même si ça prête à confusion, mais de Pierre Desproges. On a relu ces citations et on se demande si aujourd'hui il ne serait pas passible d'un tribunal, d'un vrai, pas celui des flagrants délires. On va quand même s'interroger d'abord sur les propositions, ou plus exactement les contre-propositions de Laurent Wauquiez. Les Républicains sont en colloque aujourd'hui avec l'immigration et l'asile au programme. Et l'objectif, vous l'entendez, c'est des contre-propositions à celles du gouvernement avant des applaudissements éventuels. Laurent Wauquiez les a dévoilées ce matin et visait d'abord, pour le président LR, le droit du sol. On l'écoute. Ah, on l'entend pas, nous. La première proposition que je souhaite porter à l'échelle de la France, pas juste pour Mayotte, c'est que si les parents sont de façon irrégulière en France, ça ne peut pas conduire au droit du sol. Et j'y ajoute un complément, je souhaite qu'on ne donne plus la nationalité à des délinquants qui ont été condamnés à une peine de prison. Et je salue le droitiste Moussa Zaki qui nous rejoigne sur les forums du Figaro. Bien sûr, vous nous donnez votre avis, vos commentaires et on les lira, on en débattra tout de suite. Mais d'abord, Adélaïde Zulfi-Kaparsik, que peut penser, est-ce qu'on a des sondages qui nous indiquent comment les propositions de Laurent Wauquiez peuvent être reçues ? Alors, on a des sondages sur la question du droit du sol, mais j'y reviendrai dans un instant. Je pense que c'est intéressant de mettre en perspective de manière plus générale par rapport à la perception de l'opinion des questions d'immigration. Ce qu'on observe en fait, et c'est une tendance qui est valable depuis plusieurs années, même si elle a tendance à s'accentuer, on retrouve chez les Français cette espèce d'articulation entre humanisme et fermeté dont on a parlé pour le gouvernement, avec d'un côté des Français qui disent dans une majorité quand même assez importante qu'aujourd'hui il y a trop d'immigrés en France, et de l'autre, une majorité de Français également qui dit mais en même temps, on a un peu le devoir d'accueillir notamment les réfugiés qui viennent en France parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Donc on a un peu cette contradiction par rapport aux questions d'immigration. Les réfugiés, voilà. Mais sur la question de l'immigration à proprement parler, on a quand même effectivement plutôt un certain ras-le-bol et puis un durcissement aussi des positions, notamment depuis les attentats de 2015 et 2016 avec une certaine forme d'amalgame qui a pu être fait en France. Et sur la question spécifiquement du droit du sol, des sondages ont été faits
fait, alors pas là depuis l'annonce de Laurent Wauquiez, mais en tout cas dans les derniers mois, et une majorité relativement importante, puisqu'elle concerne les 2 tiers des Français, sont favorables à la restriction de ce droit du sol. Donc alors après, est-ce qu'il faut pour autant sur Laurent Wauquiez? On voit bien qu'il a aussi ici un positionnement opportuniste, puisqu'il occupe totalement l'espace à droite laissé en ce moment par Gérard Collomb, qui a essayé de recentrer un petit peu, notamment parce qu'il était mis en difficulté par une partie de sa majorité sur ces questions-là. Donc on voit que Laurent Wauquiez, effectivement, occupe cet espace qui est aussi laissé vacant aujourd'hui par le Front National, qui est peu audible sur cette question-là. Sauf Marine Le Pen qui ce matin l'accusait d'être un danseur de tango et qui avait une position plus maximaliste sur la suppression du droit du sol, qu'elle voulait carrément abroger. Là, c'est qu'une partie, donc on l'a entendu, du droit du sol. Et c'est la question qu'on vous pose sur le Figaro.fr. Faut-il supprimer le droit du sol pour les enfants nés en France de parents clandestins? Et pour l'instant, il y a une nette majorité, c'est qu'une question, mais enfin, il y a déjà plus de 26 000 personnes qui ont répondu. Et vous nous donnez votre avis, vous nous dites pourquoi. C'est notamment le cas du droitiste qui dit il est temps d'arrêter de regarder l'immigration avec un angélisme qui laisse pantois. Il faut surtout écouter les Français, nous dit Sophia 40, on y reviendra. Et il y a de moins en moins de réfugiés et de plus en plus de migrants économiques. Accueillir et prendre soin n'est pas donner la nationalité, nous dit encore Sophia. On y revient. Benoît Pellistrandi, vous, qu'est-ce que vous en pensez de la proposition de Laurent Wauquiez? Moi, je trouve que l'idée d'un référendum est extrêmement dangereuse. On y reviendra peut-être après sur l'histoire de sur cette discussion. Moi, je vais vous dire, je suis très gêné avec Laurent Wauquiez parce que vous avez le titre de l'émission, c'est Immigration, faut-il écouter Laurent Wauquiez, mais je retirais Immigration, faut-il écouter Laurent Wauquiez tout court. J'ai beaucoup de mal à lui trouver la moindre crédibilité. Et ça pose un vrai problème, parce qu'il faut dans le débat public que les dirigeants soient capables effectivement de faire des propositions qui soient argumentées et qui reposent sur des convictions solides. Je sens chez Laurent Wauquiez de la pure instrumentalisation d'une question de fond. Une question de fond, mais les propositions qu'il fait sont tout sauf réalistes, elles sont extraordinairement démagogiques, mais elles peuvent plaire. Elles peuvent plaire parce qu'elles vont aller à la rencontre d'une opinion qui... le mot immigration est devenu une sorte de mot magique pour réveiller des craintes qui ne sont pas imaginaires, qui sont des craintes réelles. Mais moi, la question que je voudrais poser, c'est, on dit il y a trop d'immigrés en France, mais comment les reconnaît-on? Quand on va sortir tout à l'heure dans la rue, est-ce qu'on reconnaît un Français d'un immigré? On sait parfaitement les diversités qui font notre société française. Donc ça veut dire, est-ce qu'il faut que dès que je croise quelqu'un d'origine arabe ou d'origine subsaharienne, je pense que c'est un immigré et éventuellement un clandestin? Donc si on va dans cette direction-là, on crée une suspicion générale qui sera une suspicion de racisme qui va s'installer à l'intérieur de la société française. Donc on ne répond pas au problème. Je crois que la suspicion, on la crée précisément parce qu'il n'y a aucune réponse. Là, on voit Laurent Wauquiez, qui est un dirigeant de l'opposition, qui, on l'a vu dans les sondages, a très peu de chances d'arriver au pouvoir. Le sondage donnait 8% dans une hypothèse d'élection présidentielle. Je vous coupe, Alexis, un instant. Vous faites allusion à un sondage donc, de l'IFOP qui est publié par Paris Match, qui dit que Emmanuel Macron recueillerait 36%, il me semble. 32, 33, en tout cas plus de 30. Plus de 30%, donc bien plus que ce qu'il avait recueilli au premier tour, et 23% pour Marine Le Pen, qui reste stable. Et c'est par contre un effondrement dans le camp LR. Il faut mesurer que Laurent Wauquiez arrive à 8%, c'est-à-dire 2 points seulement au-dessus de Nicolas Dupont-Aignan. Si on avait dit il y a 2-3 ans que l'ex-UMP était à peu près au même niveau que Debout la France, on ne l'aurait pas cru. Donc Laurent Wauquiez, dans une position, de toute manière, il n'a pas à prendre le pouvoir prochainement. Et donc, la seule manière pour lui de se distinguer d'Emmanuel Macron, c'est d'occuper le terrain de l'immigration. Puisque ce qui s'est passé avec la loi Asile et Migration, qui a été fortement critiquée à gauche, c'est qu'elle est passée dans le discours médiatique ambiant pour une loi assez à droite. En réalité, quand on regarde, c'est une loi assez équilibrée, et qui est d'une certaine manière en contradiction. En tout cas, très contestée à droite. Très contestée à droite, mais quand on regarde les sondages, les Français qui sont en nette majorité pour une réduction de l'immigration, on voit bien que cette loi, globalement, n'y répond pas, puisque les tendances en termes de flux migratoires sont à une augmentation vertigineuse depuis 20 ans ou 30 ans.
Juste sur ce que disait Benoît Pellistrandi, sur l'instauration finalement dans ce genre de proposition d'un délit de faciès latent dans la société française, vous êtes pour, vous êtes contre ? Je suis d'accord, ça peut arriver, mais pourquoi ? C'est à cause principalement de l'impuissance publique. Sébastien Potvin, on imagine que vous n'êtes pas trop fan d'écouter Laurent Wauquiez, mais sur le fond, sur cette suppression d'une partie du droit du sol. Je vais me faire violence. Je vais écouter. Je pense qu'il a... On écoute tous les points de vue ici. Exactement, c'est bien l'objet de notre rendez-vous. Je pense qu'il a un trou de souris, Laurent Wauquiez politique, dans lequel il est en train d'essayer de passer. Il sait qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui, aujourd'hui, a basculé en soutien à Emmanuel Macron, sur des thématiques qui sont des thématiques principalement économiques et sociales. Il sait qu'il y a une partie de la population française aujourd'hui qui se sent, non pas abandonnée, mais non prise en compte par la politique menée par Emmanuel Macron. Le président de Riche, le président des métropoles, etc. etc. Bon. Donc, qu'essaye-t-il de faire ? Tout simplement d'essayer de commencer à mobiliser cet électorat pour une raison toute simple, et il le voit très bien. Aujourd'hui, il est effectivement crédité de très peu de points. Quels sont les ténors de la droite qui demain pourraient reprendre le flambeau ? Xavier Bertrand, qui est aujourd'hui président des Hauts-de-France, Valérie Pécresse, pourquoi pas ? Or, tous deux auraient quand même des difficultés à embrasser ces thématiques-là. Donc, Laurent Wauquiez, il va au bout de sa démarche, à savoir, il va essayer au maximum de mobiliser. Ça j'ai compris l'analyse de la stratégie de Laurent Wauquiez sur le fond, dans ce qu'il propose. Sur votre point de vue. Mais je ne peux pas être en accord avec ce que dit Laurent Wauquiez. Pour une raison assez simple. Je ne veux pas essayer de voir la société se diviser, s'opposer, alors qu'on est dans un moment où on a quand même besoin d'essayer d'avancer ensemble. Je m'explique. On n'arrête pas de parler, notamment dans ces émissions, du poids que prend la Russie, la Chine, de la difficulté qu'a l'Europe à essayer effectivement d'être un contre-pouvoir réel à ce que Nicolas Bavrez appelle les démocratures. La problématique de l'Europe, c'est que même s'il y a quelques démocratures qu'on peut trouver en son sein, elle est composée de démocraties. Si les démocraties commencent à se diviser sur ces questions-là, la réalité, c'est que l'Europe ne va pas pouvoir mener à bien, j'allais dire, son destin au niveau mondial. Alexis Ferchak, et on écoute ensuite les deux propositions de Laurent Wauquiez. Les mots sont chargés parfois d'affect, et par exemple le terme de droit du sol, souvent c'est considéré comme une idée progressiste, alors que le droit du sang seul est considéré comme une idée un peu de retour sur soi. Historiquement, c'est assez faux, puisque le droit du sol était plutôt défendu sous l'Ancien Régime par la monarchie, et c'est la Révolution française qui a mis le droit du sang en avant. Après, il y a eu un rééquilibrage. Mais la difficulté, c'est de sortir de ces affects quand on parle d'immigration. Et on voit que dans le débat, il y a soit l'affect populiste, soit une forme de gestion technocratique d'un phénomène. Juste un mot sur les internautes qui dit mais ça y est, dès qu'on parle d'immigration, on répond racisme. Sophia qui nous dit les accusations de racisme décomposent le problème. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'immigration ? Et comment on résout le problème ? Alors, apparemment, votre solution, c'est la solution Collomb. La difficulté, c'est que c'est tellement facile de commenter et beaucoup plus difficile d'agir. Donc, c'est pour ça que je vais être extrêmement prudent. Mais ce que je constate, parce qu'on le voit dans tous les segments de la société, c'est monter, effectivement, en France, une inquiétude majeure quant, j'allais dire, à l'identité de la France, la réalité de la société française et même le quotidien, le mode de vie des Français. Donc, la question de l'immigration est une question majeure qui, in fine, va devenir absolument décisive dans les 30 ans à venir, parce qu'il y a des mouvements démographiques absolument considérables à l'échelle continentale, géopolitique, enfin c'est absolument majeur. Et donc, il me semble, mais là je dirais c'est la posture de l'intellectuel un peu irresponsable, que c'est un sujet tellement grave qu'on ne peut pas l'instrumentaliser à des fins politiques, même si je comprends la tactique politique qui va consister à le faire. Mais je pense que c'est une matière inflammable parce que de deux choses l'une, ou on entre dans la théorie du grand remplacement et à ce moment-là, je veux dire, c'est la voie ouverte effectivement à des tas de crispations, où on essaye d'apporter une réponse technique, et les réponses techniques, elles sont d'une complexité effroyable, alors qu'on traite des questions humaines qui sont derrière.
Alors, est-ce que vous partagez justement l'avis de Benoît Pellistrandi? C'est une des questions qu'on vous pose, vous répondez. Et puis, on écoute une autre proposition de Laurent Wauquiez, c'est celle qui concerne la régularisation des sans-papiers. Ce dont je vous parle, ce sont des immigrés qui sont rentrés de façon irrégulière en France, c'est-à-dire en ne respectant pas les lois de notre pays. Je souhaite que dans ce cas de figure, il y ait une interdiction à vie de régularisation et d'accès à un titre de séjour. Alors, vous allez me dire encore une fois que c'est de la tactique, que c'est du positionnement, mais c'est un vrai problème. Et normalement, l'immigration en France était restreinte depuis les années 70. Et à la faveur de plusieurs campagnes menées par des sans-papiers, il y a eu des régularisations massives. Il y a un moment, il faut choisir. Comment on fait ? Les régularisations massives ne fonctionnent que dans une économie qui croît. Moi, je prends le cas de l'Espagne. Entre 2000 et 2005, il y a eu des régularisations massives, mais on avait effectivement un chômage qui baissait. Et donc, la société l'a très bien accepté. Au moment où les choses se crispent et on est dans une situation de crise politique, forcément, de crise économique, pardon, forcément, les choses deviennent plus difficiles. Ce qui me gêne un peu dans ce discours, c'est sa simplicité. L'appel d'air, il n'est pas lié ce ne sont pas ces clandestins qui créent le flux migratoire à eux tout seuls. Il y a aussi une demande interne. Parce que dit Koussa, le capitalisme a toujours mis les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. L'appel aux travailleurs immigrés n'étant qu'un des aspects de ce qu'est le marché du travail. Ben oui. Et voilà, il faut aussi le comprendre. Et nous-mêmes, en tant que citoyens, si demain on peut payer quelque chose moins cher parce que la main-d'œuvre est moins chère, on sera ravis. Est-ce que c'est votre avis d'ailleurs? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour éviter d'avoir une main-d'œuvre étrangère, comme le prétendent certains, ou bien l'inverse? Je suis étonné de prendre ça sous l'angle seulement économique. Il y a aussi un aspect culturel, identitaire et religieux qu'on ne peut pas oublier, parce que l'émigration aujourd'hui, elle vient principalement d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, le ras-le-bol des Français, qui est absolument considérable, il y a un aspect économique, mais il y a un aspect aussi d'intégration au sens où le migrant accepte de prendre les us et coutumes du pays d'accueil. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez l'a dit formellement, il a dit la capacité d'accueil dépend de la capacité d'intégration. Si on prend ça comme base et qu'on constate que l'intégration est aujourd'hui bloquée en grande partie dans notre pays, on voit bien que les petites mesures techniques ne sont pas une réponse, qu'il faut bien une réponse d'ordre politique beaucoup plus large, parce que ça ne marche pas, tout simplement. Il me semble, si on compare avec les États-Unis ont une culture politique c'est un pays où l'immigration a constitué le pays. Ce n'est pas du tout notre cas de figure. Mais je pense que c'est quand même beaucoup renverser la charge de la preuve que demander systématiquement à l'immigré de s'intégrer. Encore faut-il aussi que la société française ait quelque chose à proposer de positif. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, nous tenons des discours systématiquement. Nous tenons des discours systématiquement négatifs sur la société française, qui me semble en réalité beaucoup plus riche, beaucoup plus forte que le discours général qui passe sur elle. Et donc, il y a un vrai doute. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un doute, mais le doute que nous portons nous rend plus fragiles pour intégrer, alors que nous serions capables d'intégrer. Je vais juste prendre un exemple. À l'éducation nationale, si au lieu de voir effectivement les élèves issus de l'immigration comme des victimes potentielles, on les voit comme des éléments de mérite possible, on renverse la charge de la preuve et l'intégration fonctionne. On écoute la dernière proposition de Laurent Wauquiez et vous répondez ensuite, Célestin Potvin et Adélaïde. Je souhaite qu'il puisse y avoir un référendum sur ces questions. Depuis 30 ans, ça a profondément changé notre pays. Jamais on n'a consulté les Français sur ce qu'ils souhaitaient. Avec quel type de questions, très vite, quel genre de questions vous poseriez aux Français sur un sujet aussi une question complexe. Très simple, c'est est-ce que vous souhaitez que la France se dote de lois permettant de réduire au minimum l'immigration? Voilà, une question simple. Alors, sans réponse, Pascal nous dit oui pour la suppression du droit du sol, oui pour un référendum, au moins les Français seraient consultés. Nous voulons pouvoir décider de qui rentre dans notre pays. Et Kim nous dit sur Facebook à l'inverse, laissez l'Afrique aux Africains et ils ne viendront plus en Europe tout simplement. Est-ce que c'est votre avis? Bien, vous répondez également à Kim. Adélaïde, juste une question. S'il y avait un tel référendum, est-ce qu'on sait si les Français voteraient oui ou voteraient non?
la question de On ne sait pas parce qu'on n'a pas fait l'exercice, mais au regard de tout ce qu'on peut avoir comme données d'opinion sur la question de l'immigration, on peut imaginer que oui, les Français seraient plutôt favorables au fait qu'on se dote de lois qui permettent d'encadrer l'immigration. Mais je trouve ça quand même effectivement assez dangereux parce qu'on l'a dit dans les débats qu'on a eus là, on voit bien que les questions d'immigration et sur la façon dont on peut gérer au mieux les flux, on est sur des sujets très techniques et qui demandent des compétences spécifiques. Or, la question de l'immigration, elle est vécue sur le registre de l'émotionnel, on l'a dit aussi. Donc les Français vont se prononcer par rapport parfois à ce que sont en fait juste des peurs et des fantasmes. Quand on regarde justement où le vote Front National est le plus important, c'est pas forcément là où il y a le plus d'immigrés. Donc il y a une part de fantasme. Oui, mais historiquement, quand même, c'est là où il y en avait le plus, quand même, au départ. Il y a des régions, notamment dans le sud-est, dans le nord, dans les régions parisiennes. Oui, mais pas uniquement. Quand vous allez, par exemple, en Alsace ou dans le Grand Est, il y a un vote Front National élevé et qui est lié... mais quand vous allez autour des grandes villes alsaciennes, il y a quand même une forte population immigrée. Quand on parle aux militants des Républicains, ils ne sont pas de tête sur l'immigration, ils partagent un discours qui est souvent absolument le même que celui du Front National. C'est une réalité. Il y a quand même deux types quand on parle du Front National, il y a deux types de Front National. Il y a le Front National de la désindustrialisation, c'est le Front National du Nord et de l'Est, et il y a le Front National du Sud de la France, avec notamment les questions de guerre d'Algérie, de rapatriés, etc. Donc on sait très bien quels sont à peu près les ressorts qui motivent un petit peu tout ça. Sur la question du référendum, vous parliez tout à l'heure d'irresponsabilité. Pardon, mais enfin, quand on lit la question qu'il propose, on est dans l'irresponsabilité la plus complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des responsables politiques. Le problème, c'est que ce mot ne leur va plus, ne leur convient plus, c'est autre chose. À un moment où le pays, quand même, on est quand même dans une tectonique des plaques internationales qui est plus que complexe, avec des leaders internationaux qui ne sont pas tous complètement sûrs. On peut penser à Donald Trump, etc. Bon. Eh bien, on a des responsables politiques qui se lancent à corps perdu dans des tactiques qui sont plus qu'hasardeuses, effectivement qui s'appuient sur des questions qui ne sont absolument pas raisonnées, mais sur des questions qui font appel aux affects. Comment voulez-vous qu'à la fin on s'en sorte? Je veux dire une chose très simple. Les responsables politiques, c'est simplement à droite, à gauche, en jouant avec le Front National, le droit de vote des immigrés. Je parle des responsables politiques. On a le cas avec Laurent Wauquiez, on pourrait avoir une liste beaucoup plus longue que cela. C'est un faux débat, nous dit ACAD Toronto. La porte d'entrée des nouveaux immigrants est le mariage et le regroupement familial, pas les clandestins. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, la loi sur le débat sur la loi asile et immigration, et on a vu un certain nombre de députés LREM voter un amendement contre l'avis de la rapporteuse LREM de la loi. Pour faire simple, étendant la possibilité du droit d'asile pour des proches de demandeurs d'asile. J'arrête là, parce qu'après, effectivement, ça devient technique. On avait dit que finalement, il n'y avait pas de frondeur chez LREM, que c'était... mais apparemment, le malaise grandit. Et parce que, quand vous voyez la construction de LREM, sur les questions économiques et sociales, on est sur des individus qui se retrouvent derrière la position du président de la République. On sait que le point de faiblesse de cette majorité se trouve dans ces questions, j'allais dire, d'identité. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui reste, entre guillemets, de l'ancien clivage gauche-droite à l'intérieur de cette majorité? Ce sont ces questions, notamment d'identité. C'est les questions sociétales. Et ça peut aller plus loin, selon vous? J'en sais rien. Là, je vais pas commencer à lire dans le mar de café. En tout cas, des éléments que l'on a aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui est à prendre, à mon avis, avec énormément de précautions. Et pour terminer, ce n'est pas pour rien que Laurent Wauquiez agite tout cela. Ce n'est pas pour rien qu'il agite le référendum, ce n'est pas pour rien qu'il agite ces sujets-là. Vous ne lui faites pas crédit, ce n'est pas pour résoudre la question. Certainement pas. Adélaïde Zeflika-Parsik, on sent cette tension dans l'électorat de Macron sur les questions d'immigration. Non, on ne la sent pas autant qu'on pouvait la sentir au sein de la majorité, tout simplement parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, effectivement, une partie importante, parce que c'était la majorité, qui vient des rangs de la gauche, et ceux-là sont plutôt dans une optique pragmatique. Donc ils sont encore dans une sorte d'attentisme, alors plus ou moins bienveillant selon le cas de figure, mais
voilà, ils sont attentistes avec cette idée que, de toute façon, c'est peut-être ce qu'on avait de mieux comme choix, donc il n'y a pas forcément mieux derrière. Et pour revenir à la question tout à l'heure d'ailleurs de est-ce que c'est que des reproches qu'on peut formuler à la droite sur la question de l'immigration, je pense qu'il y a un sujet qui est important dans le débat politique en France, et que, alors je parle sous votre contrôle, mais je pense que la question de l'immigration à gauche a souvent été considérée comme une question taboue, et que c'est un problème. Il y a du coup une espèce de déséquilibre idéologique et pas de... C'est ce qui est très ressenti d'ailleurs sur ce que nous disent les internautes. Je termine avec Sophia 40 qui nous dit « Transvaser l'Afrique en Europe ne résoudra pas le problème de l'Afrique ni des Africains ». On s'arrête sur ça, sur ce débat. Vous avez la question du Figaro.fr. Faut-il supprimer le droit du sol pour les enfants nés en France de parents clandestins? Et pour l'instant, large majorité qui répond oui. On va s'intéresser à une autre question qui est une question qui fait la une, c'est Notre-Dame-des-Landes, puisque Nicolas Hulot est à Nantes depuis le milieu de la mi-journée. Il s'agit d'offrir une porte de sortie. C'est en tout cas en ces termes que Nicole Klein, la préfète, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, de Loire-Atlantique, a présenté la reprise des discussions à Nantes entre représentants de l'État et zadistes. Le ministre de la Transition écologique est-il l'homme de la situation? En tout cas, Adélaïde, il y a quelque chose qui joue, c'est que sa cote de l'opinion, elle est toujours au zénith. Effectivement, il reste le ministre le plus populaire auprès des Français, malgré le petit épisode il y a un mois ou deux, je crois, sur les suspicions de... Enfin, il y avait une plainte portée contre lui, ça n'a pas entamé son image. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'ici, il y a une espèce de jeu à deux bandes. Pendant tous les débuts de la gestion du dossier, c'était le président de la République et le Premier ministre qui étaient en première ligne pour afficher cette fermeté sur un dossier, et d'ailleurs fermeté qui a été saluée par les Français parce qu'une décision avait été enfin prise et ça a valu plutôt, j'ai envie de dire, des bénéfices dans l'opinion au couple exécutif. Maintenant qu'on est sur une crise un petit peu plus dure, pour la sortie de crise, pour ne pas écorner peut-être les bénéfices engrangés par l'exécutif, on met un ministre qui est à la fois populaire et qui en plus est quand même étiqueté écolo entre guillemets, pour peut-être pouvoir sortir de la crise avec un peu plus de rondeur et ne pas entacher l'image de l'exécutif. C'est ma lecture des faits, mais... Était-il temps, en tout cas, que Nicolas Hulot prenne le dossier en main? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #point de vue. On rappelle l'enjeu, c'est pour les zadistes actuellement encore sur place de présenter un projet agricole. Alors l'État dit un projet individuel. Emmanuel Macron, dimanche soir, a donné jusqu'au 23 avril prochain pour le présenter. Sinon, on s'expose aux rigueurs qu'a exposé Édouard Philippe tout à l'heure devant les députés. On l'écoute. Je vous dis, monsieur le député, et je le dis clairement, que ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit ont peu de temps pour le faire. Peu de temps pour le faire. Et que s'ils choisissent de ne pas le faire, alors ils prendront leurs responsabilités, car, entendez-moi bien, nous procéderons exactement comme j'ai indiqué au mois de janvier. Les occupants illégaux quitteront les lieux, car force doit rester à la loi, et j'y tiens, monsieur le député, autant que vous. Sébastien Potvin, avant de revenir sur ce que disait la réaction de l'État et sur ce que disait Édouard Philippe, deux choses. D'abord, sur la réunion qui avait lieu à la préfecture de Nantes, apparemment, elle s'est achevée peu après 17h. Et la première réaction vient de la part de la délégation intercomposante, en clair, la délégation zadiste. Le gouvernement reste sur la même ligne. Alors, question qui est posée par le droitiste sur le Figaro.fr, à quoi sert Nicolas Hulot? Bon. Ce qu'il faut essayer bien de remettre en contexte, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a une bagarre assez forte qui se mène entre les zadistes et l'État sur la question de projet individuel ou projet collectif. Donc l'État dit, voilà, jusqu'au 23, celles et ceux qui auront développé des projets individuels agricoles, etc., pourront venir se régulariser, etc. Et donc, du coup, la question, je dirais, de la distribution de terres sera posée. Ce à quoi s'opposent les zadistes qui disent non, nous souhaitons récupérer un ensemble dans lequel nous allons lancer un certain nombre d'expérimentations, prenant, j'allais dire, en jurisprudence, le fameux plateau du Larzac. José Bové. Le gouvernement a dit que ce ne sera pas le Larzac. Exactement. José Bové et, je dirais, le fait que ça ait pu faire naître les questions notamment d'agriculture biologique, etc., etc. Et donc, il y a cette opposition très forte. Ce qui est posé aujourd'hui derrière tout ça, pour l'État,
et je crois qu'Édouard Philippe le disait en disant que force devait rester à la loi, c'est qu'il n'y a pas une ZAD, il y a des ZAD potentielles. Et si l'État commence, après avoir abandonné un projet quand même soutenu par le précédent président de la République, à bout de bras, eh bien, si l'État commence à reculer sur ce sujet-là, il sait très bien que vont fleurir partout de nouvelles ZAD avec de nouvelles revendications, une radicalisation qui sera de plus en plus forte et du coup une impossibilité. Et donc, aujourd'hui, l'État est obligé d'aller au bout. Et donc, de toute façon, il ne changera rien sur ce qu'il a à proposer parce que s'il accepte, s'il recule, l'État sait qu'il n'arrivera pas à s'en sortir. Alors justement, c'est ce que nous disent un certain nombre d'internautes. La question actuelle, nous dit Sophia notamment, de Notre-Dame-des-Landes est celle de l'autorité de l'État. Envoyer Hulot ressemble à une capitulation soft. JLR nous dit « Je ne comprends toujours pas pourquoi on en fait encore des caisses de cette histoire ». Et là nous dit « On attend quoi pour les expulser ?» Alexis Fertchak, est-ce que vous comprenez ces questions des internautes? C'est les risques pour le gouvernement, c'est finalement qu'il y ait à la fin deux sortes de capitulation. La première, c'était l'abandon de l'aéroport. Et la deuxième, c'est finalement que les zadistes auront l'impression de gagner quelque chose. C'est que l'État, la force de la loi ne s'est pas vue de manière extrêmement manifeste, en tout cas de manière extrêmement vigoureuse jusqu'à maintenant. En réalité, les autorités sont pétrifiées à l'idée de faire une bavure. C'est ce que les zadistes tentent de provoquer, dit-il. Je pense que plutôt, il y avait c'est le précédent Sivin. Il y avait le reportage d'Angélique Negroni qui était passionnant. Ils font des tranchées parce qu'en fait, les forces de sécurité ne sont intervenues que dans le sud-est de la ZAD et dans le reste, il y a des tranchées. Donc on est plutôt dans une guerre de position et les zadistes se disent que petit à petit, ils vont finir par l'emporter. Et malheureusement, le coup de Nicolas Hulot, c'est un peu gros. C'est-à-dire que c'est vraiment la caution écologique qui est envoyée comme si les zadistes allaient tomber dans le panneau. Mais Nicolas Hulot, vu du côté des écologistes les plus radicaux, il est vu comme un traître. C'est la figure du social traître. Donc ça paraît un peu gros. Benoît Pellistrandi, 60% des internautes à qui on a posé la question considèrent qu'il est temps qu'Hulot prenne en main le dossier. Est-ce que c'était votre avis ? Moi, il me semble que ce qui se joue là, c'est vraiment l'avenir de l'autorité de l'État, mais derrière, c'est l'avenir de l'autorité de la démocratie. On revient finalement sur ces questions de fond. On est quand même, je veux dire, le pays est suspendu à quelques centaines de personnes. Dans l'Ouest, ça aura des effets. Ça, on l'a déjà vu sur la cote de popularité de Macron. Il y avait eu un décrochage dans l'Ouest assez net. C'est pas ce que montre le sondage IFOP, en tous les cas, puisque Macron serait au premier tour à 33%, on a vérifié. Bon, après, on sait bien comment l'opinion réagit. Elle réagit sur le coup, il y a des phénomènes. Mais je pense que, par exemple, quelqu'un comme... surtout quand on voit Macron à Saint-Dié aujourd'hui, qui a déambulé et qui a affronté ceux qui le contestaient, ceux qui le chahutaient. L'autorité de Macron, en tout cas pour une partie de l'opinion, je ne sais pas sous votre contrôle, elle n'est pas écornée. En fait. Non, elle n'est pas écornée. Au contraire, c'est même aujourd'hui un de ses points forts en termes d'image, c'est effectivement cette autorité, cette fermeté qui lui permet de tenir ses engagements et donc de réformer le pays. Alors précisément, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement politiquement, la question est de savoir, est-ce que Hulot a quelque chose à proposer? Comme aurait dit Bergeron, est-ce qu'il y a du grain à moudre? Est-ce qu'il y a des terres à distribuer? On a l'impression d'être en train de parler de réforme agraire dans un pays. Enfin bon, il y a un côté un peu surréaliste. Ou est-ce qu'au contraire, Nicolas Hulot ne va pas se trouver au carrefour des contradictions qui sont celles de sa propre carrière, de sa propre trajectoire personnelle et politique, et qui risquerait de l'amener à quitter le gouvernement? Auquel cas, là, pour le coup, ce serait un affaiblissement. Mais je crois quand même que sur la personnalité de Hulot, il y a un phénomène purement de com', d'où l'image très positive qu'il a effectivement dans l'opinion, mais politiquement, je ne crois pas que la venue de Hulot avec la préfète ne permette de résoudre la moindre chose. Parce qu'il faut voir ce que veulent les zadistes. Les zadistes ne veulent pas une solution. Les zadistes veulent que le foyer d'infection demeure pour éventuellement aussi s'aimer. C'est en tout cas ce que déclare fulminant Bruno Retailleau, le président des sénateurs LR et ancien président de la région Pays de la Loire, qui était grand partisan du projet Notre-Dame-des-Landes. C'est une erreur de la part du gouvernement d'avoir imaginé, dit-il, qu'il pouvait discuter avec les zadistes.
Tous ne sont pas vrais, il est vrai des ultras et cela offre une façade bucolique, mais l'arrière-boutique de leur mouvement est violente. Il y a également une colère des associations de gendarmes, également sur lefigaro.fr, ahurissant qu'on soit à négocier avec des extrémistes qui ne respectent pas les lois. Il y a un enjeu sur la ZAD, à votre avis ? Il y a un enjeu si on est dans une situation complètement de blocage après un épisode qui, même si vous avez parlé de recul, c'est vous qui avez parlé de recul sur le fait qu'on ait abandonné l'aéroport. Le projet d'aéroport, l'abandon du projet n'a pas été vécu comme ça par les Français. On a vraiment eu, au moment où ça a été décidé, le sentiment que pour eux, ce qui était bien, c'était qu'on avait un président qui tranchait. Je pense que d'ailleurs que plus que la décision... Oui, à ce moment-là. Et plus que la décision elle-même, c'était d'ailleurs le fait qu'il y ait une décision qui soit prise qui a été saluée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a en plus une incompréhension peut-être des Français des tenants aboutissants, parce qu'ils doivent se dire aussi, ok, donc les zadistes au départ, quand ils sont implantés sur le site, c'était pour justement s'opposer au projet d'aéroport. Aujourd'hui, ils veulent plus en partir. Donc je pense que pour l'instant, le gouvernement a plutôt raison d'être droit dans ses bottes, mais effectivement, ça dépend s'il y a, on a parlé de dérapage éventuel ou il y a un peu un risque sur la façon dont la situation peut évoluer. L'état de droit n'est pas respecté. On attend Macron au tournant sur Notre-Dame-des-Landes comme celui des facs. C'est ce que nous dit Pascal sur Facebook. On continuera de suivre ces questions-là. Sébastien Potvin, je vous donne la parole sur un sujet qui va vous intéresser, mais que je voudrais avoir donné un peu de temps pour l'aborder. C'est s'il faut écouter Justin Trudeau. Ça vous a peut-être échappé. Hier, le Premier ministre canadien était devant l'Assemblée nationale. Alors, on a beaucoup disserté et beaucoup commenté l'arrivée de Justin Trudeau devant les députés. Ce qu'on a moins sans doute remarqué, c'est cette déclaration sur le CETA. On l'écoute. Si la France n'arrive pas à ratifier un accord de libre-échange avec le Canada, avec quel pays imaginez-vous pouvoir le faire? En 2017, avec seulement 4 mois d'impulsion donnée par le CETA, les importations au Canada en provenance de la France ont augmenté de 4%. Amis français, les Canadiens vous tendent la main. Ayons l'audace de bâtir ensemble un monde plus progressiste, plus diversifié, plus vert, plus inclusif, plus ouvert, plus démocratique, un monde plus libre, plus égal et plus fraternel, un monde à notre image. Alors, est-ce que cette emphase vous fait rêver, Sébastien Potvin? Je ne vous dirai pas si ça me fait rêver. Ça nous intéresse. Ce qui est certain, c'est qu'on voit là une vision libérale du monde, avec effectivement cette volonté de créer des ponts entre les différentes régions, etc. Bon. On parlait à l'instant de Nicolas Hulot. Bon. Ça pose tout de suite une question, Nicolas Hulot, parce qu'il faisait partie des personnes qui s'interrogeaient sur le CETA, sur les questions notamment de capacité à intégrer les accords de Paris, qui s'interrogeait aussi sur la question de l'agriculture. Demain, les antibiotiques, c'est possible. Demain, les OGM, c'est possible, etc., etc. Donc, on sait que cette question-là va à nouveau un petit peu agiter, y compris au sein même de la majorité du président de la République et du Premier ministre, celles et ceux qui viennent effectivement de la gauche et les écologistes, et celles et ceux qui étaient libéraux. Alors, il y en avait à gauche et il y en avait à droite, et on sent que c'est un sujet qui peut exciter. C'est vrai, notamment de Yannick Jadot, puisqu'on a une de ses tribunes dans l'Obs qui disait hier, le CETA, c'est l'importation des gaz de schiste et de carburants issus des sables bitumineux. Donc il ne rêve pas en écoutant Justin Trudeau. Les pétroles les plus polluants, ce sont des dizaines de milliers de tonnes de bœuf et de porc élevés dans des conditions abominables et shootés aux antibiotiques pour engraisser plus vite, qui viendront tuer un peu plus nos éleveurs. Ce sont les risques sanitaires et environnementaux liés aux OGM et aux perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a déclaré Justin Trudeau? Vous pouvez répondre, bien sûr, en faisant le hashtag point de vue. Pour l'instant, vous êtes à 64% à nous répondre non. Juste une remarque. Le président Macron avance, j'allais dire, sur 2 pieds. En même temps. En même temps. Évidemment, il y a un soutien qui a été affiché, y compris aux déclarations de Justin Trudeau hier. Il y a également une commission qui a été menée, qui a été diligentée, pour faire en sorte de commencer à évaluer,
qui devrait rendre ses conclusions, je crois, au 4e trimestre 2018, avec potentiellement une arrivée au Parlement début 2019. Donc on voit que le président de la République, dans le même temps, il se laisse du champ. Il a lancé un certain nombre de chantiers qui sont des chantiers à haut risque. Je crois qu'il n'a pas envie de voir arriver trop tôt un élément qui pourrait déstabiliser un petit peu plus sa majorité. Donc il se laisse du temps. C'est les confidences que vous avez eues, par exemple ? Non. Les confidences, je les garde pour moi, sinon c'est dommage. Je sais très bien. Et même si j'en avais, je ne vous dirais pas que c'en est. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que fondamentalement, il est d'accord avec le principe, parce que c'est sa fibre, c'est sa manière d'envisager les relations économiques mondiales. Par contre, c'est avant tout un politique avisé, et je pense qu'il va avancer avec un peu de prudence sur le sujet. Benoît Pellistrandi, est-ce que ça vous a fait rêver d'entendre parler Justin Trudeau comme ça sur justement l'ouverture au monde ou qu'il y avait des inquiétudes, notamment en début d'émission sur... Oui, mais les choses sont différentes. Non, ça ne me fait pas rêver parce que je pense que Justin Trudeau il y a une forme de fascination pour ce qu'il représente. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est une démocratie très vaporeuse, où on met beaucoup de... Alors, il n'y a plus de concepts, là, pour le coup. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions. Et c'est la façon dont je ne crois pas un instant à cette péroraison sur un monde plus juste, plus fraternel, etc. Ce sont des mots qui viennent habiller des rapports de force. Alors sur le CETA, moi je dirais à Yannick Jadot qu'il faut qu'il aille vite chez les Amish et qu'il s'y réfugie. Vous êtes d'accord avec Trudeau ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas s'amuser sur un truc aussi complexe à caricaturer de cette façon-là. Moi, par exemple, oui, mais je connais... Même si les choses sont complexes, et c'est notre métier, c'est le métier des politiques, à un moment, c'est de les simplifier, de les vulgariser pour les rendre accessibles. Mais c'est complètement faux de faire croire qu'effectivement, ça ne sera que du pétrole, de gaz de schiste, avec tous les enjeux techniques et scientifiques qu'il n'y a pas derrière. En revanche, ce qui m'intéresserait beaucoup, et là, c'est le rôle des députés, c'est de voir qu'est-ce qu'ils disent de la question des arbitrages et d'une forme de privatisation des différends et des conflits, plutôt que de passer par la justice. Ça me paraît beaucoup plus... Alors, c'est pas du tout sexy, pardon, je risque de faire plomber votre audience, vous me réinviterez pas, mais ce sont des questions beaucoup plus essentielles. Merci, mais c'est beaucoup plus essentiel que cette caricature sur les bœufs aux hormones, les machins, etc. Parce que malgré tout, il y a quand même un effort considérable. Mais c'est une lutte, c'est un combat de la communauté internationale pour que les normes sanitaires soient de mieux en mieux respectées. Et donc arrêtons d'être dans une démarche qui est totalement obscurantiste, alors que justement tous les gouvernements essayent de travailler pour encadrer un minimum le marché et que malgré tout, ils y arrivent. Obscurantisme ou pas, les internautes n'adhèrent pas à ce que vous dites, en tout cas les messages qui s'expriment autour de cette émission. CETA égale ouverture à la concurrence déloyale et donc mort de nos agriculteurs plus OGM en masse, c'est ce que nous dit cet internaute. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Fertchak ? Moi, il ne m'a pas fait rêver du tout. Et surtout, je trouve ce discours très vieilli. C'est le discours B1 sur la mondialisation heureuse. Et aujourd'hui, ça ne passe plus parce qu'on connaît la colère. On rappelle qu'il est le fils d'Elliott Trudeau, qui est l'un des idéologues du multiculturalisme. C'est ça. Mais c'est dans une forme... complètement béate. Entre-temps, il y a eu des élections, il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu le Brexit, etc. Et la gêne d'Emmanuel Macron, elle est évidente. Il avait promis, lors de sa campagne, de faire une commission d'expertise et qui avait remis un premier rapport, alors, provisoire, dès août, estimant qu'il y avait vraiment de très gros doutes sur ce CETA. Bon, ils sont bloqués, puisque de toute manière, le CETA a été voté au niveau de l'Union européenne, puisque la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Après, il doit être voté par les parlements nationaux, mais il faudrait faire marche en arrière. Et on voit bien qu'il y a un problème démocratique et qui est aggravé par le point que vous notez, qui est celui du tribunal d'arbitrage, c'est un tribunal privé. Et concrètement, pour faire très simple, parce que les entreprises peuvent faire payer les simple. Oui. Après, il faut qu'on parle de des proches. Mais c'est très simple. Les entreprises peuvent faire payer les États quand elles estiment que les nouvelles législations fabriquent des pertes. C'est ça le principe. Et donc, ça pose quand même un problème de légitimité démocratique.
On ne peut quand même s'étonner que Hulot ne dise rien quant à cet accord avec le Canada, nous dit Chris sur le Figaro.fr. Juste un dernier point, Adélaïde, avant qu'on passe à notre dernière partie. Trudeau séduit les Français? Honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Normalement, ce que je trouve intéressant par rapport au CETA, et, sachant qu'on a aussi des chiffres de sondage qui montrent que les Français ne sont pas très favorables, c'est que c'est assez symbolique de ce qu'est la politique de Macron et de ce que ressentent les Français aujourd'hui. Je vous invite à consulter un très bon sondage qu'on publie aujourd'hui chez vos confrères, mais non moins concurrents de l'Obs, sur le thème « Est-ce que la France a changé de monde depuis l'élection d'Emmanuel Macron ?» Et les Français nous disent oui, la France a vraiment changé. D'un côté, elle est plus ambitieuse, beaucoup plus rayonnante sur le plan international, beaucoup plus importante, donc c'est une fierté, mais en même temps, elle est moins juste, moins démocratique, moins égalitaire, et on voit cette tension, et je trouve que voilà, cet épisode, ce sujet symbolise bien cette tension qu'on retrouve dans l'opinion sur ce qu'incarne le quinquennat d'Emmanuel Macron pour l'instant. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Justin Trudeau? Ce n'était pas un sondage, mais vous pouvez continuer à voter sur Twitter, #point de vue, #CETA, #Figaro Live. Et pour l'instant, vous êtes toujours une large majorité à répondre non. On vous pose également une autre question sur Twitter. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous regrettez la mort de Pierre Desproges, qui avait dit « La philosophie, c'est comme la Russie, c'est plein de marécages et souvent occupé par les Allemands ». Et vous, quelle est votre citation préférée de Pierre Desproges? Ça, c'est un peu de vin. Oula. Cancer 1, Desproges 0. C'est de ça dont il est mort. Mais c'est pas lui qui a écrit la dépêche « Pierre Desproges est mort d'un cancer, étonnant ». Non. Je suis contre le cancer, je ne mourrai pas d'un cancer, je suis contre. Et sinon, une autre variation sur la plus connue, il faut rire de tout, c'est la seule façon humaine de friser la lucidité sans tomber dedans. Et je pense que ça résume bien ce qu'est Desproges. Benoît Pellistrandi. Eh ben, je rejoins ce que dit Alexis, là. Bon, Adélaïde, vous en avez... Et puis, il y avait aussi l'autre formule, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ah, voilà, vous courez à la conclusion. Moi, j'ai bien aimé celle que j'ai retrouvée d'ailleurs sur votre site, sur les femmes dépourvues d'âme. La femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En revanche, elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers le plafond pour faire les carreaux. Je trouve que ça résonne bien avec notre époque et avec l'affaire Weinstein. Alors, pourquoi vous dites ça? Parce que justement, elle figure dans cet article de Bertrand Guyard qui montre combien Pierre Desproges serait politiquement incorrect. Il y a une autre sur les enfants juifs. Est-ce que justement vous ne pensez pas qu'aujourd'hui Pierre Desproges ne pourrait plus faire les blagues qu'il a faites? Il y a une question de niveau. Hein. Moi, je suis un peu consterné par on rappelle que c'était du deuxième degré. Mais oui. Mais aujourd'hui, on est obligé de rappeler que c'est du deuxième degré. Mais je pense effectivement qu'il y a un écart culturel maintenant et que la parole de Desproges versée telle qu'elle et sans préparation aujourd'hui ne passerait plus. Écart culturel ou rétrécissement de la liberté d'expression? Je pense que c'est les deux et le phénomène en se conjuguant devient terrible. C'est-à-dire que le niveau de langue de Pierre Desproges était absolument extraordinaire. Et je vais prendre un exemple, il y en a un aujourd'hui, c'est Gaspard Proust, qui manie aussi la langue française de manière extraordinaire, et il tient des propos extrêmement politiquement incorrects, et il n'est pas inquiété. Et je pense que, évidemment qu'il y a un problème de politiquement correct, c'est sûr, mais peut-être qu'il est d'autant plus fort quand les gens n'ont pas le niveau de Desproges ou de Proust aujourd'hui. Alors, Desproges était un immense artiste, nous dit le droitiste. Dans les années 90, il y a une montée des communautarismes qui empêcherait cet humoriste de s'exprimer. Sébastien Potvin. Communautarisme, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'en 30 ans, la société a vu l'individuation augmenter. C'est-à-dire que chaque individu a pleinement conscience de ce qu'il est, a pleinement conscience, j'allais dire, des droits qui sont les siens, et se trouve très rapidement apte à commencer à dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de commencer à m'attaquer de cette manière-là. Donc, la satire, elle s'adapte à la société. C'est-à-dire que c'est une contre-culture qui évolue avec la culture qu'elle est censée justement contrer. Donc on voit aujourd'hui que l'humour a évolué avec la société. Or aujourd'hui, effectivement, on est dans une société où il faut respecter beaucoup plus l'individu dans sa complexité. Il y a quelques exceptions. Donc on ne pourrait pas publier Desproges. Il y a des exceptions. On parlait de Gaspard Proust. Voilà, il y a quelques exceptions. Mais d'une manière générale, un livre de Desproges qui est au deuxième degré, on l'entend bien, mais qui s'appelle « Les étrangers sont nuls ».
Aujourd'hui, on interdirait, on protesterait. Je pense aussi, ce qui est très intéressant, c'est que justement, quand on regarde avec le recul les questions d'humour, tout d'un coup, ça éclaire la réalité de nos sociétés. Donc, c'est ça qui est assez fascinant chez les proches. Mais prenez aussi Coluche, qui n'était pas si populaire, on en a fait un monument culturel, parce que justement, quand on le regarde maintenant, on comprend ce qu'il disait des choses sur la société de l'époque, très juste. Et vous avez pris cet exemple, cette phrase sur les femmes qui est incroyable de méchanceté. Mais tout d'un coup, on se rend compte, évidemment, ce qu'était ce combat dans ces années 60, 70, 80. Et voilà pourquoi, finalement, ces humoristes sont très précieux pour dire aussi ce que nous avons été. Est-ce que les Femen accepteraient aujourd'hui Pierre Desproges? Moi, et Justin Trudeau également. Oui, pardon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus rire de tout et on ne pourrait pas publier des proches. Vous prenez l'exemple de Gaspard Proust, mais je pense qu'il a quand même, il s'adresse à un certain public, un peu élitiste, et qu'il n'a pas le même rayonnement populaire que pour avoir un des proches. Et je pense qu'effectivement, malheureusement, on ne pourrait pas avoir la même chose aujourd'hui. Cela dit, les proches n'étaient pas unanimement aimés, hein. Non, en tout cas, des communistes, c'est à cela qu'on reconnaît les communistes. Ils sont fous, possédés par le diable, ils mangent les enfants, et en plus, il manque d'objectivité, et ça c'est vrai qu'on peut le reprocher parfois aux journalistes. Et c'est sur cette dernière phrase qu'on se quitte. Vous nous avez donné vos citations préférées, et vous les retrouvez dans cet excellent article de Bertrand Guyard, à retrouver sur Figaro.fr, et à l'intérieur, un sujet signé Brune Daudré, avec effectivement toutes les citations qui ne passeraient plus aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Marie-Amélie Lombard, et bien sûr Guillaume Roquette, vendredi. À très vite sur Figaro Live.